Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast qui est consacré aux questions de santé mentale et de psychologie clinique. Donc moi, je suis Linda et je suis accompagnée de Pierluigi. Bonjour Linda. Bonjour à chacun de nos auditeurs et c'est toujours un plaisir de partager un moment avec vous. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet aussi délicat qu'important, le trouble borderline, aussi appelé trouble de la personnalité limite. D'ailleurs, Linda, pourrais-tu nous rappeler brièvement la prévalence de ce trouble? Bien sûr, selon diverses études, on estime que la prévalence de ce trouble, donc le trouble de la personnalité borderline dans la population générale, varie globalement entre 1,6% et 5,9%. Donc, en fait, ça dépend un peu des études. Donc, ça reste une fourchette qui est relativement large. Et donc, ces résultats diffèrent selon les différentes méthodes d'évaluation et les populations étudiées. Donc, on observe qu'il y a parfois un léger déséquilibre dans la répartition entre hommes et femmes, mais il est aussi probable que les femmes soient davantage diagnostiquées et donc que le trouble soit en fait plus souvent repéré chez elles. D'ailleurs, beaucoup de personnes se posent des questions de savoir si elles sont borderline ou si leurs proches le sont. C'est quand elles constatent qu'il y a des sauts d'humeur importants, des comportements impulsifs, ou on peut aussi avoir une grande difficulté à réguler ses émotions. Alors, pour illustrer nos propos, on a décidé de parler d'un cas, le cas de Annette, qui a 32 ans et qui est venue me consulter il y a quelque temps. Et donc, bien entendu, pour garder la confidentialité de nos patients, on utilise ce prénom fictif qui est Annette. Et donc, on va aussi modifier certains détails. Mais son histoire est assez représentative de la complexité du trouble de la personnalité borderline et des difficultés de régulation émotionnelle qui sont associées. Très bien, Linda. Avant que tu nous parles plus en détail d'Annette, il serait peut-être opportun de rappeler brièvement ce qu'est le trouble borderline. Car dans le public, on entend souvent des termes comme bipolaire, borderline ou borderline bipolaire. Et les gens ne font pas parfois la distinction, font parfois des amalgames. C'est vrai, Pierluigi. Le trouble de la personnalité borderline, aussi appelé trouble de personnalité limite, se caractérise essentiellement par une instabilité marquée, que ce soit au niveau de l'humeur, de l'image de soi ou des relations interpersonnelles. Les personnes qui en souffrent peuvent passer très rapidement d'un état émotionnel à un autre avec une intensité parfois impressionnante. C'est justement cette variabilité émotionnelle extrême qui amène souvent les gens à se poser la question « suis-je borderline ?» Dès lors qu'ils remarquent en eux-mêmes ou chez un proche des colères soudaines, des tristesses profondes et des comportements impulsifs. Exactement. Mais il faut souligner que se reconnaître dans quelques aspects de trouble borderline ne suffit pas pour se diagnostiquer soi-même. Il existe des critères diagnostiques bien précis, tels que présentés dans le DSM, donc le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et surtout, cela requiert l'expertise d'un psychologue ou d'un psychiatre. Et je rappelle également, Linda, que la stigmatisation est un vrai problème. Dans la société, on utilise souvent le diagnostic psychiatrique de manière péjorative. Dire à quelqu'un « tu es border » ou « tu es bipolaire », c'est comme une insulte qui n'aide pas la personne concernée et cela peut même les dissuader de consulter un professionnel. Oui, c'est tout à fait vrai. Un diagnostic n'est pas une insulte, c'est un outil clinique en fait pour mieux comprendre la souffrance d'une personne et orienter aussi cette personne vers un traitement ou un accompagnement adapté. Alors, entrons dans le vif du sujet, Linda. Tu as donc reçu Annette, à 32 ans, qui s'est demandé clairement si elle était borderline. Comment ça s'est passé, ce premier contact? Alors, Annette m'a contacté via la plateforme de prise de rendez-vous en ligne, le Psylink. Et donc, dans son premier message, elle expliquait qu'elle traversait une période qui était extrêmement difficile. Elle se sentait constamment à fleur de peau, comme elle disait. Et il y avait beaucoup de crises de colère, des crises de tristesse même. Et elle mentionnait aussi qu'il y avait eu des épisodes d'automutilation.
Et elle se demandait si elle n'était pas folle ou borderline pour reprendre ses propres termes. Et toi, en tant que psychologue, tu as tout de suite envisagé ce diagnostic ou tu étais plutôt dans le coup de la prudence? Toujours dans la prudence, Pierluigi, avec les diagnostics. Lorsque un nouveau patient arrive en consultation, je me garde bien de poser un diagnostic. Je me garde bien de poser un diagnostic sur la seule base de messages. Il faut établir une alliance thérapeutique, effectuer une évaluation approfondie et tenir compte de multiples dimensions. Il y a des dimensions historiques, relationnelles, contextuelles, biologiques et psychiques. Et est-ce que tu peux nous résumer un peu son histoire et son contexte de vie? Oui, bien sûr. Donc, Annette, elle a grandi dans un milieu familial très instable. Son père était souvent absent et lorsqu'il était présent, il pouvait se montrer violent verbalement et parfois physiquement. La mère d'Annette, quant à elle, elle n'avait pas forcément la capacité, en fait, de rassurer Annette quand elle était enfant. Et elle-même, donc sa mère, elle traversait des épisodes dépressifs. Donc, dès l'enfance, Annette, elle a appris à vivre sur le qui-vive dans un climat d'insécurité et elle redoutait en permanence les conflits familiaux. Donc, elle a grandi dans un climat, en fait, d'insécurité générale, ce qui a engendré pas mal de stress. Elle a vécu pas mal de stress donc, dans l'enfance. Et elle était aussi très sensible aux injustices et aux critiques. Et plus tard, à l'adolescence, elle a développé des conduites à risque. Il y a eu des fugues, il y a eu de la consommation excessive d'alcool et aussi quelques expérimentations avec d'autres substances. Ah oui, ce type d'histoire chaotique est souvent un facteur favorisant, en fait, le trouble borderline, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, les recherches nous indiquent que des carences affectives, des abus ou des négligences pendant l'enfance peuvent contribuer à développer des problématiques de régulation émotionnelle à l'âge adulte. Et concrètement, comment s'est manifestées ces difficultés au moment où elle est venue te consulter? Donc concrètement, Annette, elle parlait de crises très intenses de colère et de tristesse qui pouvaient en fait survenir selon elle sans motif. Elle parlait des motifs qui étaient visiblement assez anodins. Par exemple, si son compagnon ne répondait pas immédiatement à un SMS, alors elle allait ressentir déjà une grosse angoisse d'abandon. Elle était immédiatement certaine que son copain l'a rejeté et qu'il ne l'aimait plus. Donc, dans ces moments-là, elle allait se mettre à hurler contre lui et même elle était très, violente avec elle-même. Elle se scarifiait pour soulager cette tension qu'elle sentait en elle. Et des fois, elle pouvait même partir précipitamment de chez elle en claquant la porte et en hurlant. Oui, elle doit souffrir énormément. Donc, oui, elle parlait d'une grande instabilité, en fait, de son image aussi, de son image de soi, et aussi l'image qu'elle portait, qu'elle avait de son compagnon. Parfois, il y avait des moments où elle idéalisait son compagnon, elle pensait que c'était vraiment le meilleur homme sur cette terre, et après, elle pouvait le voir comme la personne la plus horrible, la plus méprisable du monde. Ah oui, ces oscillations entre l'idéation grandiose et la dévalorisation totale sont assez typiques, en fait, de ce trouble. Et cette image vacillante pouvait aussi concerner elle-même. Il y avait des moments où elle pouvait être très, très sûre d'elle. Elle avait beaucoup confiance en elle et elle pouvait démissionner pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, très peu après, elle se sentait complètement nulle. Et donc, ça devenait impossible pour elle, même de quitter son lit. Elle était vraiment dans un état après de dépression, et elle se sentait complètement perdue. Donc en plus, Annette, elle présentait une impulsivité qui parfois pouvait même être dangereuse pour elle. Elle pouvait se mettre à conduire sa voiture, elle pouvait monter jusqu'à 200 km à l'heure et elle avouait aussi qu'après une dispute, elle pouvait boire énormément d'alcool. Et donc, en fait, elle se mettait en danger et elle ne se souciait pas de ces risques qu'elle encourait.
Alors, pour rappel, il serait bien de citer les fameux critères DSM dont nous parlions plus tôt, puisque le trouble borderline se caractérise par au moins 5 des 9 critères suivants. Alors d'abord, on a des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. Ensuite, mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par une alternance entre idéalisation excessive et dévalorisation de l'autre, ce qu'on a vu chez Annette. On a également perturbation de l'identité avec instabilité marquée et persistante de l'image ou de la notion de soi. Il y a également impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables. Dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite sur l'autoroute, boulimie, etc. Il y a un comportement suicidaire récurrent, menace ou gestes suicidaires ou automutilation. Tu as parlé des scarifications chez Annette. Il y a également instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur, irritabilité, anxiété intense, épisode de dépression durant quelques heures au jour. Enfin, il y a sentiment chronique de vide et colère intense et inappropriée, difficulté à contrôler sa colère, idéation persécutoire ou symptômes dissociatifs transitoires en situation de stress. Et si on compare l'histoire d'Annette à ces critères, voilà, quels sont ceux qui apparaissent le plus clairement, Linda? Elle présentait une très forte peur de l'abandon. Elle redoutait constamment que son compagnon la quitte. Et puis, donc, il y avait des relations interpersonnelles qui étaient très instables. Elle idéalisait l'autre personne. Et puis, elle était capable de basculer et de critiquer violemment la même personne. Et puis, cette perturbation de l'identité, donc où elle peut passer d'une envie de devenir entrepreneuse à un moment, et puis, pas longtemps après, avoir une vision très dégradée, très négative d'elle-même, en l'espace de quelques jours. Et l'impulsivité, on retrouve aussi donc dans la conduite d'automobile, dans les disputes et parfois dans des dépenses aussi qu'elle pouvait faire qui étaient complètement inconsidérées. Et puis donc, comme tu as dit, Pierluigi, les automutilations avec ces scarifications récurrentes qui en quelque sorte est une moyenne de régulation émotionnelle. Exactement, de réguler la détresse émotionnelle. Et donc, l'instabilité affective, comme on a déjà dit, les crises de colère fréquentes, des crises de pleurs, et puis beaucoup d'anxiété. Et tout ça, en fait, ça pouvait survenir dans une journée. Et aussi les colères. La colère, c'est un peu l'émotion centrale du trouble de la personnalité borderline. Et donc, ces colères qui sont, on peut dire, inappropriées, qui vont s'exprimer d'une manière complètement explosive, alors que les faits sont relativement anodins. Donc, elle remplissait bien au moins 5 critères des différents critères de DSM, et donc ce qui nous a conduit, après plusieurs séances d'évaluation, à poser finalement donc le diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Alors, après ce qu'on vient de dire, il faut souligner qu'il y a 3 grandes dimensions dans la compréhension neurobiologique du trouble borderline. Alors, il y a l'instabilité affective, après il y a l'impulsivité ou agressivité et les cognitions altérées. Commençons par l'instabilité affective, Linda. Alors, l'instabilité affective est un point central. Les personnes borderline ressentent leurs émotions plus intensement que la plupart des gens. Donc, leur seuil de tolérance est plus bas. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui les perturbe, en fait, leur système émotionnel s'emballe très vite et en plus, ce système va redescendre très lentement. Donc, un simple message non lu de la part du copain d'Annette pouvait déclencher une vague d'anxiété et d'angoisse et de colère qui après dure des heures, voire des jours. Et certainement, et cette intensité peut s'expliquer par une vulnérabilité innée renforcée par un environnement invalidant, comme une famille où les émotions de l'enfant ne sont pas reconnues ou sont constamment jugées.
Et donc, la deuxième dimension, c'est l'impulsivité, oui. Voire l'agressivité. Hein. Donc, les borderline ont souvent du mal à retenir leur comportement, à inhiber leur comportement dans des moments où il y a une forte émotion. Donc, ils vont pouvoir casser des objets, ils vont claquer des portes, ils vont partir en voiture comme Annette à 200 km à l'heure, consommer beaucoup d'alcool ou d'autres substances en excès dans le but de calmer cette tension qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Oui, tu as raison. Et ce sont des conduites à risque qui, sur le moment, procurent un soulagement temporaire, mais entraînent des conséquences négatives importantes. Conflits relationnels, accidents, problèmes de santé. Et enfin, il y a un aspect cognitif. Donc, les personnes borderline entretiennent des croyances dysfonctionnelles comme « je suis mauvaise, je ne mérite pas d'être aimée » ou les autres vont forcément m'abandonner ou je ne peux pas survivre toute seule, j'ai besoin de l'autre à tout prix. Donc, ces croyances alimentent la souffrance émotionnelle et renforcent les comportements impulsifs. Donc, la personne, elle croit qu'elle n'a pas d'autre choix pour faire face. On peut également observer, dans le moment de stress intense, des phénomènes dissociatifs où la personne a l'impression de se regarder agir comme si elle était à l'extérieur d'elle-même. Absolument. Et tout cela, ça va contribuer en fait à aggraver après la détresse et la désorganisation de la personne. Hein. Et quand on met bout à bout instabilité affective, impulsivité et croyances négatives, on comprend à quel point la vie quotidienne peut devenir difficile pour la personne borderline et son entourage. Tout à fait. Prenons l'exemple d'Annette. Elle se met en couple avec quelqu'un, elle ressent un amour passionnel au début, elle idéalise l'autre personne, et puis au premier conflit, elle peut sentir une rage ou une tristesse énorme. Elle va se dire « c'est fini, il ne m'aime plus » et elle va le repousser, elle va l'insulter et ensuite elle va regretter et donc elle va s'excuser, elle va pleurer et elle va développer une peur panique de l'abandon. Ce va-et-vient est très perturbant pour l'autre, qui ne sait plus comment réagir. Soit il s'éloigne, ce qui conforte la personne borderline dans la peur de l'abandon, soit il reste en subissant ces crises à répétition. C'est ce qui finit par l'épuiser aussi, finalement. Et Annette, elle disait aussi avoir du mal de garder un emploi. Elle racontait qu'elle s'investissait énormément chaque fois qu'il y avait une nouvelle activité professionnelle. Donc, elle se passionnait par un poste. Et puis, à la moindre contrariété, parce qu'il y a toujours des contrariétés quand on travaille, ben, en fait, elle était capable de tout laisser tomber, de claquer la porte de l'entreprise. Il y a même une fois, son supérieur lui avait demandé d'aller chercher une agrafeuse. Et Annette, elle s'est mise dans tous ses états. Elle a jeté l'agrafeuse sur lui. Heureusement, elle ne l'a pas blessé. Et après, elle a préféré quitter le poste pour ne pas être poursuivie en justice. Donc, elle a été sans emploi. Donc, la conséquence, c'est qu'elle a été sans emploi pendant 6 mois, ce qui finalement était très difficile après financièrement pour Annette. Et on voit bien, avec ton exemple, comment l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité peuvent compromettre la stabilité professionnelle, générant parfois des périodes de chômage, des problèmes financiers et encore plus de stress. Exact. Et puis, il ne faut pas oublier les conduites d'automutilation qui peuvent conduire aux urgences médicales et les idées suicidaires qui peuvent nécessiter même une hospitalisation. Et heureusement, comme nous l'avons souvent évoqué, il existe des approches thérapeutiques efficaces pour aider les personnes borderline. Parmi elles, on cite souvent la DBT, donc la Dialectical Behavioral Therapy de l'INEAM, ou en français, on appelle la thérapie comportementale dialectique, la TCD, développée effectivement par Marshall l'INEAM, qui est une ancienne borderline. Oui, la TCD est une forme de thérapie comportementale et cognitive qui met l'accent sur l'apprentissage des compétences de régulation émotionnelle, de tolérance à la détresse. Il y a aussi des composants de pleine conscience, d'efficacité
interpersonnelle. Et donc, elle est particulièrement recommandée pour le trouble de la personnalité borderline. Et on peut aussi mentionner la thérapie des schémas proposée par Jeffrey Young qui vise à identifier et modifier les schémas cognitifs dysfonctionnels enracinés dans l'enfance. Dans le cas d'Annette, nous avons principalement opté pour une approche DBT et on a combiné des séances en individuel à des ateliers de groupe axés donc sur la compétence de régulation émotionnelle. Elle est également suivie par un psychiatre et dans certains cas, un soutien médicamenteux peut être nécessaire, notamment pour traiter l'anxiété, la dépression et l'impulsivité. Il est également nécessaire de travailler sur l'entourage, que ce soit la famille, les amis ou le conjoint, afin d'éviter les malentendus et de mettre en place un climat plus sécurisant. Pour vous donner une idée, Annette a fait des progrès considérables après ces mois de suivi qui ont tout d'abord été difficiles. Évidemment, elle s'est heurtée au début à des automatismes. Après, petit à petit, elle a appris des techniques de régulation émotionnelle, de pleine conscience, et en identifiant petit à petit ses propres pensées automatiques et en s'exerçant à prendre du recul avant de réagir. Donc, elle a pu réduire l'intensité et la fréquence de ses crises. C'est un schéma qui demande beaucoup de persévérance et d'implication, mais ça vaut la peine. Et c'est important de rappeler que le trouble borderline n'est pas une fatalité. Avec un accompagnement adapté, les personnes peuvent tout à fait s'épanouir, reconstruire des relations plus stables et améliorer leur qualité de vie. Exactement. Donc, l'idée est de développer des stratégies, des meilleures stratégies de régulation émotionnelle qui vont être plus saines et de déconstruire des croyances négatives ancrées depuis très longtemps et de travailler sur la confiance en soi et travailler aussi sur l'identité. Alors, pour conclure cet épisode, nous pouvons souligner que le trouble borderline est souvent mal compris ou banalisé. Or, il s'agit d'un trouble sérieux qui engendre une grande souffrance pour la personne et son entourage. Tout à fait. Et si vous vous reconnaissez dans les difficultés évoquées aujourd'hui, ou si vous suspectez qu'un proche puisse être concerné, alors je vous encourage à vous tourner vers un professionnel de la santé mentale. Un diagnostic clair, une approche thérapeutique adaptée peuvent véritablement changer la donne. Oui, rien ne vaut une évaluation clinique réalisée par un psychologue ou un psychiatre compétent. N'oubliez pas non plus que sur le plan thérapeutique, plusieurs approches existent. On a parlé des TCC, on a parlé de la thérapie comportementale dialectique de l'INEAM, on a parlé des thérapies des schémas de Young. Donc c'est important de trouver celle qui convient à la personne. Exactement. Et donc, vous pouvez aussi consulter des plateformes de psychologues en ligne, comme C-Link ou d'autres, où vous pouvez être orienté, guidé pour aller vers des cliniciens qui sont formés à ces approches-là. Merci beaucoup, Linda, pour cet éclairage et le partage du cas d'Annette. Merci à toi, Pierluigi, pour tes questions et tes remarques toujours très pertinentes. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir entendus et suivis dans ce podcast. Alors, nous vous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.